Alors, le mouvement néoconservateur est issu du trotskisme. Un des pères fondateurs connus, c'est Léo Strauss. Pour ça que certains les appellent les Straussiens. Des anciens trotskistes, très souvent immigrés, venus d'Europe, qui sont installés aux États-Unis, qui ont fait un virage néoconservateur et pour ça qu'on les appelle les néoconservateurs, et qui sont essentiellement issus de la communauté ashkénaze. Ces néoconservateurs, si on prend les définitions qu'en ont données des néoconservateurs eux-mêmes comme Max Boot ou l'éditorialiste juif américain Harry Paul ou encore Stephen Walt et John Mearsheimer dans leur livre Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, ils disent, et ces gens-là, ces politologues américains, néoconservateurs, ils disent que le noyau dur du néoconservatisme est juif. Ils sont dans leur quasi-intégralité d'origine juive et pro-israélien. Donc Max Boot écrit clairement que le cœur du néoconservatisme, c'est la défense d'Israël. Voilà, ça c'est clair. Ce qui s'est passé historiquement avec l'élection de George W. Bush en 2000, puis les attentats du 11 septembre, c'est que ces néoconservateurs ont pris le pouvoir. En fait, ils ont fait un coup d'État. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est le général Wesley Clark, qui était un général américain, qui était commandant suprême de l'OTAN, donc c'est pas n'importe qui, et d'ailleurs qui est lui-même d'origine juive. Et donc il dit dans une conférence que je cite, en 2007, que ce qui s'est passé avec le 11 septembre 2001, c'est un coup d'État. Il dit, nous avons eu un coup d'État dans notre pays. Et il dit, ceux qui ont fait ce coup d'État, c'est les néoconservateurs, notamment issus de ce qui s'appelle The Project for a New American Century, donc le projet pour un nouveau siècle américain. Et parmi ses membres fondateurs influents, il y a Robert Kagan. Le mari de Victoria Nuland. Voilà, Victoria Nuland, Nudelman de son vrai nom. Donc ils ont pris le pouvoir à partir de 2001, ils ne l'ont jamais lâché. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de révolution d'octobre inversée, prise de pouvoir par une communauté sur un État On peut dire ça, mais sauf que ça ne s'est pas fait de la même manière. Bien sûr, ça s'est pas fait dans le sang. Ça s'est pas fait dans le sang, on peut dire que c'est un révolution de velours. Voilà, un coup d'État institutionnel. Enfin, de velours, voilà. Il y a quand même eu le 11 septembre. Mais oui, il y a eu le 11 septembre, qui a été donc un attentat qui a justifié des guerres extérieures voulues par les néoconservateurs. En Irak. Et oui, Afghanistan, Irak, voulues par les néoconservateurs et donc voulues par le lobby pro-israélien. Ça a été aussi le prétexte de la mise en place de l'état d'exception sur le territoire américain. Avec le Patriot Act. Avec le Patriot Act 1 et 2. Donc l'état d'exception est aussi ce que j'explique dans mon livre, surtout dans mon dernier livre de façon plus détaillée, c'est qu'ils ont imposé l'état d'exception pas seulement aux États-Unis mais à l'échelle de la planète. Parce que l'état d'exception, c'est la suspension normalement temporaire de la loi, mais en déclenchant cette série de guerres et en violant en fait le droit international, ils l'ont suspendu d'une certaine façon. Donc ils nous ont tous fait entrer à l'échelle des États-Unis, à l'échelle de l'Occident et à l'échelle du monde, dans un état d'exception planétaire. C'est ce qui s'est passé mérite une étude approfondie, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mon dernier ouvrage. Et ils ont imposé cet état d'exception à l'échelle de l'Occident, de l'Europe, par la guerre contre le terrorisme. Donc, ils ont entraîné les pays... Jacques Chirac s'est opposé à la guerre en Irak, mais après le départ de Jacques Chirac, il y a eu Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy a attaqué la Libye, qui faisait partie de la liste, c'était un des pays qui était ciblé par les néoconservateurs. C'est ce que raconte Wesley Clark. Il y a eu cet entretien fameux et très connu, où il dit qu'il est allé au Pentagone après le 11 septembre, et on lui a dit on va attaquer l'Irak. Et il pose la question suivante, il dit, mais est-ce que Saddam Hussein a des liens avec Al-Qaïda ?
On lui répond non. Et on lui dit, donc c'est un officier au Pentagone qui lui dit, mais monsieur, il y a plus grave, en général, il y a plus grave que cela. Nous n'allons pas seulement attaquer l'Irak, mais nous allons attaquer cinq pays en 7 ans. Je crois que c'était ça. Et parmi ces pays, il y avait le Liban, l'Iran, la Libye, le Soudan, voilà, et d'autres pays. Et donc la Libye faisait partie des pays à détruire. Domino. Voilà, un des dominos, un des pays à détruire. Donc ils ont imposé l'état d'exception en Europe. On avait eu notamment en France le plan Vigipirate, puis Vigipirate orange, rouge, écarlate. Et puis on a eu en 2015 surtout l'état d'exception permanent qui a commencé avec les attentats, l'état d'urgence qui est en fait un état d'exception puisque l'état d'urgence a été prolongé. Et il a été prolongé, l'état d'urgence terroriste, jusqu'à l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a pris le relais. Donc les États-Unis, les néoconservateurs ont fait un coup d'État aux États-Unis, et c'est un coup d'État à l'échelle de l'Occident. C'est un coup d'État international, car l'élection de Nicolas Sarkozy a été une forme de coup d'État des néoconservateurs, puisque quand il a pris le pouvoir, il a fait pénétrer dans la haute administration française, notamment au Quai d'Orsay, des néoconservateurs. Comme Kouchner. Mais Kouchner, c'était le ministre. Mais il y a toute une faction qu'on appelle d'ailleurs la secte, en France, au Quai d'Orsay. La secte, j'en parle dans mon article, c'est d'ailleurs un article de Marianne qui parle de cela, la secte qui colonise le Quai d'Orsay. Cette secte, c'est la secte des néoconservateurs. Donc Nicolas Sarkozy a un rôle central dans le prolongement de ce coup d'État qui a commencé donc aux États-Unis et qui s'est prolongé en France. Oui. Et ce qui est vraiment savoureux, c'est de l'entendre aujourd'hui avoir des propos, je dirais, plus ou moins pacifistes, enfin ouverts au dialogue avec la Russie de Poutine, en reprenant grosso modo les arguments russes sur la volonté de neutralité de l'Ukraine. C'est assez savoureux quand même. Oui, mais alors c'est ça. Oui, le personnage est complexe quand même. Oui, et il faut rappeler effectivement que c'est de sa faute si on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir, il a fait pénétrer des néoconservateurs dans la haute administration qui n'en sont jamais sortis, qui sont toujours là. Il a réintégré la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Il a, je l'ai dit, été en pointe dans la destruction de la Libye, une guerre qui a été voulue par les néoconservateurs et qu'en fait la France principalement a fait pour le compte des néoconservateurs qui contrôlent les États-Unis. On ne finit pas de payer le prix avec ces arrivées de migrants incessants. Oui, c'est ce qu'avait dit Kadhafi, et il avait dit imbécile que vous êtes, en parlant des Européens, vous êtes en train de détruire le verrou qui empêche les vagues migratoires. Sauf qu'ils se trompaient. Ce ne sont pas des imbéciles. C'était volontaire. C'était un objectif. C'est pour ça que là, en fait, quand on analyse les choses sur le plan global, géopolitique et historique, sur la courte durée, on comprend que les néoconservateurs d'un côté, qui se présentent comme des patriotes et des défenseurs de la nation, sont en fait les alliés des globalistes sorosiens, parce que les néoconservateurs détruisent la Syrie, la Libye, ils sèment le chaos partout, et les ONG de George Soros, mais aussi la CIA, financent les vagues migratoires. Donc en fait, c'est le néoconservatisme et le globalisme sorosien marchent de pair. C'est tout à fait fonctionnel, c'est un duo fonctionnel. Donc